Bonjour Valérie. Bonjour. Tu es députée européenne depuis 2019. Tu es une personnalité politique importante en Europe parce que tu es la présidente du groupe Renew Europe, qui comprend, si je dis pas de bêtises, 75 députés européens, c'est ça. Donc c'est Renew Europe, pour le situer, c'est le groupe centriste, d'autres diront central. Les deux. Et tu es originaire de Mayenne. Et tu as été également aussi la tête de liste de la majorité présidentielle aux dernières élections européennes. L'idée de cet échange, la Valérie, aujourd'hui, c'est de revenir sur les grandes questions qui concernent l'Europe et surtout celles qui concernent en ce moment la question de la place de l'Europe dans le monde. Attention au portable. Et parce que ça change, là, on a vu depuis l'élection de Donald Trump, on a basculé dans un nouveau monde. Et donc, on va s'intéresser à tous ces changements, en plus de ceux qui existaient déjà avant, le rapport à la Chine, des choses comme ça, la Russie, la guerre en Ukraine, elle est là depuis 3 ans. Et donc, vraiment, l'idée de cet entretien aujourd'hui, c'est de se poser la question de ce que fait l'Europe, ce qu'elle peut faire dans ce monde qui change avec ce basculement historique. Toi, dans cette période actuelle, là, justement, qu'on vit, si tu devais la définir en un seul mot, on aura le temps de détailler après, mais un seul mot, tu dirais quoi ? Historique. Ça peut paraître galvaudé quand on entend les mots gravité, tournant historique, mais véritablement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un revirement d'alliance complète des États-Unis sous Donald Trump. Et c'est toute l'architecture de sécurité qu'on a construite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui est en train de s'écrouler. Donc on est dans un moment d'une gravité historique. Et certaines personnalités disent que le président de la République en fait trop, comme si d'ailleurs l'Europe n'existait pas dans tout ça. Toi, tu trouves qu'on a raison de s'inquiéter, que les temps sont au-delà d'être historiques, est-ce qu'ils sont graves ? Bien sûr, le moment, il est grave. Et le président de la République, il a raison de nommer les choses. Il faut qu'on explique aux Français quelle est la réalité de la situation. Il est dans son rôle, en étant dans l'action, en allant voir Donald Trump dans le bureau ovale pour essayer de le convaincre que l'intérêt des États-Unis, c'est de continuer à soutenir l'Ukraine. Il a raison de mobiliser à Paris, de réunir des sommets extraordinaires dans des formats différents, Union européenne, mais aussi avec des partenaires comme le Royaume-Uni, parce que les temps demande de l'action, du leadership. Et ceux qui disent aujourd'hui dans le débat français que la menace russe n'est pas réelle ou pas si importante, que le moment n'est pas si grave, ce sont aussi ceux dont on connaît les accointances à la fois avec Poutine, à la fois avec Donald Trump. C'est l'extrême gauche, mais c'est surtout l'extrême droite. Et on voit bien aujourd'hui qu'ils sont les porte-voix et du Kremlin et de Donald Trump. Alors bien sûr, ils ont le soutien honteux aujourd'hui, mais quand on regarde, et moi je les vois au Parlement européen, les votes de l'extrême droite du Rassemblement national, jamais ils ont condamné la Russie, jamais ils ont soutenu véritablement l'Ukraine. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, Marine Le Pen faisait des pieds et des mains pour être reçue à la Trump Tower et que Jordan Bardella, il y a quelques semaines, a pris l'avion pour aller aux États-Unis et intervenir à une conférence des ultra-conservateurs qui soutiennent Donald Trump. C'est ça la réalité de leurs alliances. Donc, en aucun cas, ils ne défendent les Français, en aucun cas, ils sont patriotes. Ils sont dans un double discours et dans un jeu qui est très mauvais pour notre pays. On a l'impression, en fait, dans ce que tu dis, qu'il y a un président de la République qui aurait compris un petit peu ce qui se passe. Après, on juge que c'est bon ou pas ce qu'il met en place. Et une partie de l'échiquier politique, en l'occurrence l'extrême droite, qui est un petit peu en dehors de l'histoire, qui n'a pas compris ce qui se passait. Est-ce que c'est aussi schématique que ça ? Qui n'a pas compris ou qui est malhonnête. Parce que si on regarde... Malhonnête, dans quel sens tu dis ça ? Si on regarde les liens qu'ils ont aujourd'hui avec Donald Trump, aujourd'hui, Trump nous attaque. Très clairement, il attaque notre modèle. Son vice-président américain vient à Munich, chez nous, attaquer notre modèle démocratique. Et Musk, quand il vient en Europe, il va voir Alice Weidel, qui est la leader de l'extrême droite allemande. Il a des relations avec Viktor Orban, qui est le Premier ministre hongrois, qui sape depuis des années maintenant la démocratie en Hongrie. On connaît la proximité, je l'ai rappelé, entre l'extrême droite et l'entourage de Trump. Donc il y a un agenda idéologique derrière. Il y a un agenda idéologique. Et donc, ce qui veut dire très concrètement qu'aujourd'hui, Donald Trump, c'est un modèle pour les extrêmes droites européennes. Et on voit d'ailleurs depuis quelques semaines à quel point ils se sentent poussés des ailes, pas en France, je le redis, parce qu'ils comprennent que les Français sont pas du tout fans de ce que fait Donald Trump et sont très critiques. Et les Français, eux, ont bien compris que Donald Trump est une menace aujourd'hui, ou en tout cas qu'il s'attaque à notre modèle. Mais les extrêmes en Europe
se réjouissent de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et se disent qu'il est un modèle et que demain, il pourrait faire la même chose en Europe. On va justement s'intéresser à, pas ce modèle, mais en tout cas ce qu'il fait sur l'Ukraine. Il essaye de faire la paix. Il a réussi à trouver, en tout cas, un cessez-le-feu, un principe d'accord avec l'Ukraine. Il y a eu, depuis, les exigences de Moscou qui semblent complètement irrationnelles. Est-ce que toi, tu peux expliquer déjà tout ce qui s'est passé depuis à peu près l'élection de Donald Trump, comment on en arrive aujourd'hui à cette proposition de cessez-le-feu et pourquoi c'est... en gros, même pas si c'est inacceptable ou pas, c'est quelle est la position des Européens sur ces négociations? D'abord, honnêtement, je pense que c'est très difficile de lire la stratégie de Donald Trump si tant est qu'il en ait une. Mais il y a une évidence, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis sous Donald Trump ne sont plus fiables. Moi, je considère même qu'ils ne sont plus nos alliés. Ah oui, c'est fort. Oui, quand on regarde les messages qu'il nous envoie, son attitude, il menace d'annexer le territoire d'un État membre. Le Groenland est un territoire rattaché au Danemark. Et il dit qu'il l'obtiendra d'une manière ou d'une autre. Il abandonne, certes pour quelques jours seulement, mais il abandonne la livraison d'armes à l'Ukraine, le partage de renseignements. Il vote à l'ONU une résolution avec la Russie, avec la Corée du Nord contre l'Ukraine. Donc oui, il a choisi son camp. Et son camp, ça n'est plus le nôtre, ça n'est plus celui des démocraties occidentales. Et c'est pas comme ça qu'on traite ses alliés. Après, est-ce que ça fait des États-Unis sous Trump nos adversaires? Je ne crois pas non plus. On a besoin de continuer à avoir des relations étroites avec les États-Unis et de conserver le canal diplomatique entre les leaders, le président de la République notamment et Donald Trump, parce que moi, je ne désespère pas que Donald Trump comprenne que son intérêt, c'est quand même de continuer à soutenir l'Ukraine. Et on voit là qu'il y a quelques bougées, entre guillemets. Il a été d'abord très agressif avec nous et avec Volodymyr Zelensky. On a vu la séquence dans le bureau ovale qui est inouïe, d'une violence inouïe vis-à-vis de Volodymyr Zelensky. Il a repris l'ensemble des éléments de langage du Kremlin de manière très claire. Et puis, il y a eu cette proposition d'accord de cessez-le-feu travaillé entre l'Ukraine et les États-Unis, ce qui est bien, parce que ça relance une dynamique. Et ça oblige Vladimir Poutine à se positionner et à voir qui est vraiment sincère dans sa volonté de rechercher la paix. Ce qu'on savait déjà, et ce qui est maintenant aux yeux de tous, c'est que Volodymyr Zelensky, lui, est sincère dans sa volonté de rechercher la paix, alors que Poutine ne l'est pas. Parce que Poutine ne pouvait pas dire non, je soutiens pas, je veux pas de cet accord, mais en même temps, il a dit, il a mis tellement de conditions qui sont inacceptables qu'il savait que c'était pas tenable. Donc voilà, maintenant l'Europe est est revenue dans le jeu. Pardon, je suis un peu... en calendrier, il s'est passé tellement de choses, mais c'est vrai qu'au tout début, l'Europe était hors jeu. Et le fait qu'Emmanuel Macron aille à Washington, discute avec Donald Trump, ça a permis de remettre l'Europe dans le jeu des discussions. Il faudra en tout cas qu'on aille plus vite, plus loin. Volodymyr Zelensky sait qu'il peut compter sur le soutien de l'Europe. C'est ce qu'on a fait depuis le début. Et évidemment, on va continuer. Mais explique-nous justement, parce que là, cette proposition de cessez-le-feu dont on parle, c'est à l'issue d'une négociation qui a eu lieu en Arabie Saoudite, pas en Europe. Aujourd'hui, Trump, il appelle Zelensky, il appelle Poutine. Il n'y a pas les Européens là-dedans. Et on a vu Macron quand même aller à Washington. On a vu aussi les Britanniques y aller. Qu'est-ce qui se passe en fait? Explique-nous un petit peu tout ce qui... Parce que c'est en fait assez incompréhensible quand on regarde ça d'un œil lointain, quoi. Alors au tout début, c'était à la mi-février, Donald Trump a fait savoir qu'il avait eu Vladimir Poutine au téléphone, qu'ils avaient trouvé un deal qui se faisait sur le dos des Ukrainiens et sans les Européens. Et immédiatement, notamment Emmanuel Macron a réagi. Il est allé à Washington. Il a décidé d'aller à Washington pour rencontrer Donald Trump très, très vite. Et par cette action-là et par cet échange, il a remis l'Europe dans le jeu. Mais c'est vrai qu'on voit encore aujourd'hui qu'il y a la tentation de faire sans les Européens. Donald Trump très directement avec Poutine, avec les Ukrainiens, et puis il dit aux Européens, vous assurerez les conditions de la sécurité, mais ce sera à nos conditions. Évidemment, c'est pas acceptable. Et donc, le fait qu'Emmanuel Macron rentre dans le jeu, que le Premier ministre britannique aussi aille à Washington, qu'il y ait des échanges réguliers entre Trump et le président de la République, confirme qu'on joue un rôle. Alors, pas
via Ursula von der Leyen et la Commission européenne, mais les relations diplomatiques sont là. Et ce qui a fondamentalement changé aussi, c'est que les Européens se sont pris en main et se prennent en main. C'est-à-dire qu'on est passé d'un moment de sidération à un moment d'action et de décision. Sur 2 volets. Le deuxième, on y reviendra peut-être plus tard, c'est comment on crée les conditions de notre propre sécurité, comment on avance sur l'Europe de la défense. Et le premier dans les négociations, c'est que si on veut peser dans les négociations, il faut faire des propositions. D'où les sommets qui ont eu lieu à Paris, puis à Londres, avec des pays membres de l'Union européenne, mais aussi avec des partenaires, des alliés, le Canada, le Royaume-Uni, la Norvège par exemple, pour faire une proposition concrète de garantie de sécurité. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Volodymyr Zelensky, il dit « Moi, je suis prêt à signer un accord de paix. Mais pas à n'importe quelles conditions. Et parmi les conditions, je veux m'assurer qu'on me propose et qu'on crée des garanties de sécurité pour être sûr que Vladimir Poutine n'attaquera pas de nouveau. » Parce qu'on a l'expérience, et eux-mêmes ont l'expérience de Vladimir Poutine. Sûr, oui. En 2014, il y a eu les accords de Minsk. Poutine les a violés en 2022 en étant encore plus agressif et en attaquant une deuxième fois l'Ukraine. Donc, ce que Volodymyr Zelensky demande, et ce sur quoi les Européens, avec le président de la République, avec le Royaume-Uni et le Canada notamment, ce sur quoi ils travaillent, c'est concrètement comment on offre ces garanties de sécurité pour protéger l'Ukraine d'une possible nouvelle agression, mais aussi pour nous protéger nous-mêmes. Et ça, c'est l'objet des discussions. On a entendu parler notamment de la question des troupes au sol. Oui, j'allais te poser la question, est-ce que demain, des jeunes Français iront en Ukraine se battre ? Enfin, c'est quoi, on parle de ces troupes au sol ou ces garanties de sécurité, c'est quoi exactement ? Le président de la République a été très clair. On parle de professionnels, des militaires professionnels, qui seront positionnés dans le cadre d'un accord de paix, une fois qu'il aura été signé. Un peu comme l'ONU le ferait Exactement, par exemple. Et qui ne seront pas positionnés sur l'ancienne ligne de front, mais qui seront positionnés dans le pays. Et l'objectif, c'est évidemment de dire à Vladimir Poutine, n'attaquez pas de nouveau, on est là. Voilà le cadre très strict dans lequel ça s'appliquerait. Et ça, aujourd'hui, dans l'accord avec Trump, ça n'existe pas, ces garanties de sécurité. Les Européens, ils se battent pour... non, exact. Ouais. Volodymyr Zelensky et les Européens, aujourd'hui, ils travaillent. C'est ça, justement, l'enjeu des négociations, c'est d'apporter ces garanties, en fait, d'avoir quelque chose de sérieux, quoi, si je comprends. Et Volodymyr Zelensky, il est très strict là-dessus, mais il a raison. Parce qu'ils ont été, pardonne-moi l'expression, mais ils ont été échaudés. Oui. Eux, ils ont vécu les accords de Minsk, et de nouveau 2022. Et donc, en fait, on sait comment Poutine agit. Donc, ça veut dire qu'il faut être super ferme, très fort, et dissuader la menace. Et donc, ça passe par ces garanties de sécurité, et notamment ces troupes au sol. Donc, moi, quand j'entends aussi, c'est important d'expliquer ce dont on parle. Parce qu'on entend aussi, notamment l'extrême droite, en France, prétendre que, moi je viens de Laval, les jeunes Lavallois ou les jeunes Strasbourgeois iraient sur le front. Oui. Mais jamais de la vie. C'est pas du tout ce qu'a dit le président de la République. Et pourquoi il dit ça ? C'est parce qu'en fait, ils veulent agiter les peurs. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, ils travaillent pas du tout dans l'intérêt des Français. Ils travaillent pas dans l'intérêt de la cohésion du pays, ni à protéger les Français. Ils veulent juste faire du beurre électoral en agitant les peurs. Le président de la République, à l'inverse, il est en responsabilité. Il avance sur des propositions concrètes pour protéger les Français. Et là encore, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les mêmes. Ceux qui disent que Emmanuel Macron va envoyer les jeunes Français sur le front, c'est aussi ceux qui disent qu'il n'y a pas de menace russe. Toi, tu as été en Ukraine. Est-ce que tu as déjà rencontré Zelensky aussi ? Oui, exactement. Je l'ai vu plusieurs fois, mais notamment en Ukraine. Il est comment ? Tu as eu en face de toi quel type d'homme ? Est-ce que tu trouves que c'est un dirigeant qui... Enfin, on le voit à la télé, mais après, dans les échanges que vous avez, comment tu le ressens, toi ? Bon, d'abord, j'ai énormément de respect pour lui. Je suis admirative de l'homme d'État qu'il est, et je crois que ce sentiment, il est partagé par une très grande majorité des Français et des Européens. En privé, il est très simple, très facile d'accès, très disponible. Il est très reconnaissant aussi de notre mobilisation à ses côtés. Et c'est vrai que l'une des choses qu'il m'a dites quand je l'ai rencontré avec... j'avais emmené avec moi 3 collègues députés européens du groupe. Et l'une des premières choses qu'il nous a dites, c'est qu'il nous a remerciés pour les résolutions qu'on vote au Parlement européen. En nous disant, ces résolutions, elles sont importantes. Évidemment, parce que c'est le poids politique que vous mettez dans ces résolutions et le soutien à l'action des États. Oui, parce qu'on peut se dire que c'est que du symbole, mais pour eux, c'est important. C'est important, et il nous a dit aussi, moi, mes militaires, quand ils sont sur le front, vos résolutions, ils les voient.
Et le moral de mes hommes, il est fondamental. Et ces résolutions-là, elles contribuent à ce qu'ils se sentent soutenus par-delà les Ukrainiens, par-delà l'Ukraine, et ça a énormément de valeur politique, symbolique, mais aussi dans leur vie quotidienne. Quand tu parlais donc d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'en pensent les autres Européens, pas forcément du président de la République, parce que là, c'est le prisme franco-français qu'on a, évidemment, on a l'impression que notre chef d'État, il fait tout, mais est-ce que tous les Européens sont unis? Est-ce que c'est quand même lui qui donne quelque part un petit peu l'indication de ce qu'il faut faire? Il avait raison sur pas mal de sujets, mais il n'était pas le seul aussi. Ça bouge comment en Europe? Comment toi, tu sens les autres dirigeants? Je rappelle aussi que, comme présidente de groupe, tu reçois aussi, toi, les chefs d'État et de gouvernement de la famille Renew Europe. Tu as des collègues aussi de plusieurs nationalités. Je ne sais pas aujourd'hui combien il y en a dans le groupe, mais il y en a quand même beaucoup. Une vingtaine. Voilà, une vingtaine de nationalités. Donc, ils ont des cultures différentes, ils ont des systèmes politiques différents. Qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils perçoivent cette chose sur la guerre en Ukraine et même globalement sur l'enjeu auquel doit faire face l'Europe avec les États-Unis? D'abord, sur la guerre en Ukraine, on a été unis immédiatement dès 2022 et tous en soutien, pas une voix divergente, tous en soutien de l'Ukraine et en soutien de l'aide militaire, humanitaire et financière. Ensuite, sur la question de l'Europe de la défense, il y avait des voix qui pouvaient être discordantes, mais c'est pas dû à mon groupe politique, c'est le cas dans tous les groupes pro-européens, la droite européenne, les socialistes européens, parce qu'en fait, la nationalité sur certains sujets en Europe joue beaucoup. Évidemment, quand vous êtes polonais ou allemand, vous n'avez pas le même rapport aux États-Unis que quand vous êtes français. Nous, en France, on a une tradition dans notre culture, le fait, non pas d'être anti-américain, pas du tout, mais parfois on peut passer auprès de nos collègues comme des anti-américains, ce qui est évidemment pas du tout le cas, mais ça dit les différences d'approche. Et donc, nous, on a une culture, une tradition d'autonomie stratégique. C'est ce qu'a porté la France, notamment depuis De Gaulle. Et c'est ce que Emmanuel Macron, en particulier, porte depuis 2017 au niveau européen, en disant il faut qu'on bâtisse notre propre autonomie stratégique pour ne pas être dépendant d'autres puissances. Ce qui ne veut pas dire non plus, ce qui n'exclut pas des partenariats étroits avec des alliés. Et ce discours-là, c'est vrai que pour les collègues du nord de l'Europe, pour les Allemands, ils disaient oui, ils sont bien sympas les Français, et c'est bien l'autonomie stratégique, mais les Américains seront toujours là et on privilégie la relation avec les Américains, notamment sur la question de la défense, parce que quand vous êtes polonais ou nordique et que depuis des décennies, votre sécurité est garantie par les Américains, vous ne vous posez pas de questions quand il faut acheter du matériel militaire, vous l'achetez américain, parce que les Américains sont là pour assurer votre sécurité. Ce qui fait que pendant des mois, notamment depuis 2019 au Parlement européen, on s'écharpait un peu sur l'Europe de la défense. Est-ce qu'on soutient nos industries? Est-ce qu'on achète d'abord européen? Et nous, Français, on disait qu'il faut d'abord soutenir notre industrie de défense. Et puis, les Nordiques, les Allemands, les Polonais disaient on peut continuer d'acheter américain. Et là, ce qui se passe avec Trump renverse complètement le rapport aux États-Unis et la manière dont on appréhende l'Europe de la défense. Et le changement de braquet, il est évident. On a l'impression que c'était le rendez-vous, pas le rendez-vous, mais la scène du bureau ovale là, qui a été d'une violence telle que ça a été choquant, même intellectuellement pour les Allemands, peut-être qui avaient moins d'évidence avec ces sujets-là, ou les Polonais, ces pays qui sont beaucoup plus dépendants des États-Unis, ça agit pour eux comme un vrai électrochoc. Je sais Exactement, pas si oui, ça avait commencé quelques jours avant. À la mi-février, il y a eu ce qu'on appelle la conférence pour la sécurité de Munich. Donc c'est le grand raout avec tous les leaders qui viennent et les spécialistes des enjeux de sécurité qui viennent à Munich. Et le vice-président américain est venu. Et il a fait un discours où il a attaqué violemment notre modèle démocratique en disant que lui, il considérait que la principale menace pour l'Europe, c'était pas Poutine, c'était pas la Chine, c'était notre rapport à la démocratie et à la liberté d'expression. Donc on est tombé des nues, c'était d'une violence inouïe, c'était faux en plus. La veille, Donald Trump avait fait savoir qu'il avait eu Vladimir Poutine au téléphone et qu'ils avaient eu un deal ensemble. Et déjà, moi, je me souviens, avec mes collègues du groupe, ça commençait à bruisser. Pendant tout le week-end, y compris les plus atlantistes, disaient « Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est inadmissible, il faut réagir. » Ça, déjà, premier élément, c'était complètement nouveau. Et puis, la semaine d'après, il y a eu effectivement la séquence dans le bureau ovale. Et là, électrochoc pour tout le monde. Et je dirais tout le monde, responsable politique et opinion publique. Parce que même pour les Français, on a vu... on n'a jamais vu ça. Enfin, c'était incroyable comme ça. Incroyable, une violence inouïe. Jamais personne n'aurait pu penser qu'on se retrouve dans cette situation-là avec...
cette volonté d'humilier, cette volonté de tordre le bras, la reprise des éléments de langage du Kremlin, c'était d'une violence telle que, en fait, on avait dans ce moment-là le message très clair de Donald Trump qu'il avait choisi son camp, celui de Poutine. Et pour moi, ce qui m'a frappé dans cette séquence et ce qui a aussi fait que derrière, on a eu le changement de braquet au niveau européen, c'est que, évidemment, Trump s'adressait à Zelensky. Mais en faisant ça devant les caméras, il s'adressait aussi aux Européens. Oui, parce que j'imagine que ce genre de rendez-vous comme ça, des fois, les chefs d'État, ils doivent s'écharper. Là, ils ont choisi quand même... De le faire devant les caméras. C'était une mise en scène. Ils ont choisi de le faire devant les caméras. Mais c'était pour l'opinion américaine, c'était pour Poutine, c'était pour les Européens. Probablement un peu tout. Ouais. Probablement un peu tout. Mais c'était du cinéma pour toi. Une sorte de... quand je dis cinéma, c'était pensé comme une opération de communication qui devait définir le nouveau rapport de force aujourd'hui. Très probablement. Ouais. Bon, il y a eu quelques jours avant, Emmanuel Macron avait été reçu dans les mêmes conditions coup, avec une conférence de presse. Ça s'était bien passé, effectivement. Et là, avec Volodymyr Zelensky, ça a duré 45 minutes. Les 30 premières minutes sont convenables et puis après, ça part. Mais je ne sais pas si c'est coup de sang de Donald Trump ou si c'était pensé. En tout état de cause, ça confirme qu'il y avait la volonté d'exiger de l'Ukraine une forme de capitulation, il y avait la reprise des éléments de langage du Kremlin, etc. Donc ce renversement d'alliance s'est traduit dans cette séquence du bureau ovale. Et il s'est traduit, et il a été très clair, devant les opinions publiques américaines, russes, ukrainiennes et aussi européennes. Et là, clairement, la bascule, elle s'est faite là. Et depuis, donc on a... un changement total d'approche. Ce qui était impossible il y a un mois devient possible. Oui. Pour preuve, il y a 2 semaines, au Parlement européen, on a voté une résolution sur les enjeux de défense, ce qu'on a appelé le livre blanc sur la défense. Et alors qu'on s'écharpait depuis des mois au Parlement européen pour dire il faut assumer une préférence européenne, on achète d'abord européen, c'était impossible de trouver un accord. Impossible. Et là, c'est passé, résolution à la majorité, on a adopté ce principe-là. On va revenir sur la défense européenne, mais moi, j'ai envie d'être un petit peu sévère avec les Européens. Là, Trump, il a déjà été élu président avant, et il avait déjà fait des choses qui auraient dû alerter quand même les Européens. Ce qui se passe en Ukraine, c'était quand même il y a 3 ans, sous le mandat de Joe Biden. Par ailleurs, les démocrates ne s'occupaient plus vraiment de l'Europe. Trump, il a une forme de vulgarité, une forme de violence, de brutalité, qui fait que précipiter quelque chose qui était quand même pas une nouveauté. Ils ont tardé, les Européens. Alors, je sais pas si c'est de la naïveté, trop de réel politique, je sais pas expliquer ça, quoi. Mais pourquoi, comme tu disais à l'instant, avant ces résolutions-là, elles passaient pas, et maintenant elles passent. On a changé d'époque, mais c'est quand même dommage. C'était toujours une Europe à réaction, quoi. D'abord, on n'a pas rien fait, notamment depuis 2022, et sur la question de l'Europe de la défense, on a commencé à créer des choses. Pour la première fois, on a eu un fonds européen de défense, on a livré des armes à l'Ukraine, donc il y a des choses qui ont été faites. Mais c'est vrai que, c'est peut-être dans le tempérament européen, pas dans le tempérament français en tout cas, mais dans le tempérament européen, dans la manière dont on avance, on s'est toujours préparé au meilleur, sans nécessairement se préparer au pire. Parce que le pire, c'est aussi les choses qui étaient les plus difficiles à discuter entre les États membres. Quand on parle d'Europe de la défense, certains peuvent... d'abord, il y avait la relation avec les Américains, et puis certains pouvaient se dire c'est un sujet de souveraineté nationale. Quand on parle de financement, on revient sur les guerres classiques entre États, entre les frugaux, c'est-à-dire les radins, ceux qui veulent pas mettre d'argent au pot commun, les pays d'Europe du Sud qui sont vus comme des grands dépensiers, et on revient sur des oppositions qui sont ancrées durablement et de longue date entre les 27, et qui font que, comme les décisions sont difficiles à prendre, on les retarde. Les plus difficiles, on les retarde. Et puis, il y avait aussi, je pense, cette idée que chacun pensait que même si... on avait vu Donald Trump effectivement, on l'avait vu pendant sa campagne, mais qu'il reviendrait, il y avait le temps de la campagne, et puis il reviendrait en respectant les codes établis, malgré quelques effets de bord négatifs, évidemment, mais que quand même les États-Unis continueraient de s'inscrire dans le multilatéralisme, etc. Et honnêtement, même les analystes les plus fins, personne n'imaginait que ce serait à ce point-là.
à ce point-là, avec un renversement d'alliance complet, avec des menaces d'annexer des territoires, avec le fait de gracier, l'une de ses premières décisions, ça a été de gracier des assaillants du Capitole. Il remet en cause, ce qui se passe aujourd'hui avec Elon Musk et le Doge, là, la responsabilité qui est la sienne hors de tout cadre que Donald Trump lui a donné de faire le ménage dans l'administration. Qui aurait pu... Alors, avec le recul, on se dit, mais il y avait quand même effectivement des signes, parce que Donald Trump, notamment, a soutenu les assaillants du Capitole, mais quand même, à ce point-là, qu'il serait complètement... qu'il piétinerait la démocratie de telle sorte, qu'il piétinerait les décisions des juges, qu'il prenne le pouvoir et les données des Américains avec Elon Musk, qu'il licencie massivement du personnel, des fonctionnaires, que ce soit interdit pour les scientifiques de parler de biais, de faire des recherches sur le genre, par exemple. C'est lunaire. Personne ne pouvait imaginer que ce serait à ce point-là. Mais aujourd'hui, on se le prend avec une violence inouïe. Et donc, il y a un double enjeu pour nous, c'est créer les conditions s'assurer que l'on crée les conditions de notre propre sécurité sur le volet de la défense. Et puis un enjeu plus large, comment on protège notre modèle démocratique. Les États-Unis sous Trump ne sont plus les défenseurs de la liberté, du modèle de démocratie libérale tel qu'on l'a construit et promu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est à l'Europe aujourd'hui de défendre ce modèle-là. Et je crois que ce qu'il faut faire maintenant, c'est structurer aussi une coalition des pays, des responsables politiques qui veulent promouvoir le modèle des démocraties libérales. On le fait au niveau européen avec la famille centriste Renew, mais on doit le faire avec le Canada, avec le Royaume-Uni, avec la Norvège. C'est fondamental, il faut qu'on s'organise parce que la poussée, elle est là. En gros, tu appelles à une redéfinition d'une nouvelle alliance, un nouvel Occident, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais voilà, les pays qui ont les mêmes valeurs, au-delà même du fond. Ouais, exactement. Sur la défense européenne, on va en parler, 27 pays européens, 27 défenses différentes, 27 systèmes radio, 27 équipements différents, 27 stratégies différentes aussi de défense. Comment on met tout le monde d'accord ? Et puis après, la question aussi, c'est une défense européenne, si on achète américain, on n'avance pas. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais les enjeux, c'est gigantesque. Et ça fait 80 ans qu'on parle de défense européenne. Eh bien, Donald Trump nous aide à avancer sur cette question. On est au pied du mur. C'est la manière dont fonctionne l'Europe. Face aux crises, on agit. C'est-à-dire, il y a une forme d'attentisme, et puis quand il y a une crise, on agit, on a une capacité d'agir qui est très puissante. C'est ce qu'on a fait au lendemain de la crise sanitaire avec le plan de relance de 750 milliards d'euros qui a permis de remettre l'économie européenne sur pied. Et donc, sur l'Europe de la défense, maintenant, on agit. On est au pied du mur, et donc on agit, on déroule à marche forcée. Mais les Européens sont d'accord au niveau, par exemple, sur les menaces. Est-ce que les menaces sont partagées pour tout le monde ? Tout le monde est d'accord sur le niveau des menaces ? Ouais. On a Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui, lui, est à la fois un soutien de Poutine assumé et un opposant à Volodymyr Zelensky et aussi un soutien de Donald Trump. On a Giorgia Meloni, qui est clean vis-à-vis de l'Ukraine. Elle a toujours soutenu l'Ukraine, il n'y a pas de sujet par rapport à ça, mais elle est très proche de Donald Trump et elle veut faire le pont entre Donald Trump et l'Europe. On a un pays, la Slovaquie, avec le Premier ministre Fico, qui est un peu entre les deux, parce que Fico est pro-russe, mais il ne s'oppose pas, jusqu'à présent en tout cas. Là où Orban dit non, je ne veux plus de soutien à l'Ukraine, et j'assume un soutien à Poutine, Fico, il est un peu entre les deux. Donc ça veut dire que sur la défense européenne, quand même, il faut faire la part des choses parce qu'Orban n'est pas contre. Orban est pro-Poutine, anti-Ukraine, mais il ne dit pas non à la défense européenne. Donc c'est aussi ce qui fait l'objet des négociations entre les 27. En tout état de cause, ce qui est sûr, c'est que là où pendant longtemps, on s'est dit, si on n'avance pas à 27, on n'avance pas du tout. On sort de ces formats-là. C'est-à-dire qu'on s'autorise à se dire, évidemment, c'est mieux à 27, mais si on a un qui ne veut pas, eh bien, on déroule, on trouve d'autres moyens juridiques, on fait de l'intergouvernemental et on avance. Et je pense que c'est l'un des tabous qui a sauté là depuis 1 mois et demi. On déroule, on a besoin de résultats. Et donc, on fait avec ceux qui veulent, au sein de l'Union européenne, avec le Royaume-Uni, avec le Canada. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a fondamentalement changé. Sans faire offense à la Slovaquie ou à la Hongrie,
leurs armées sont pas comparables avec l'Italie, avec les investissements qu'ont faire les Allemands, qui demain aura une armée puissante, avec la Norvège, la Grande-Bretagne, qui sont hors Europe, mais qui ont des grandes défenses. Donc ce que tu dis, c'est que là, on dépasse carrément le cadre de l'Union européenne. Totalement. On fait des coopérations, et Canada aussi. Donc, Et d'ailleurs, dans ce qui a été proposé, on va voir si ça va être validé par les chefs d'État et de gouvernement en ce moment, ce qui a été proposé par la Commission européenne, c'est de faire des achats communs, évidemment entre Européens, mais aussi de l'ouvrir aux pays hors Union européenne avec lesquels on a des partenariats de sécurité. C'est typiquement le Canada, le Royaume-Uni, et ça exclurait les États-Unis. Donc là, ça c'est la révolution. C'est-à-dire que demain, en Europe, les 27 chefs d'État et de gouvernement, ou presque, ou 26 ou 25, diront on avance sur une défense européenne et on ne coopère pas avec les États-Unis. Mais demain, on va voir les Rafales qui vont être achetés par d'autres pays européens. On va voir d'autres... Enfin, c'est l'enjeu, j'imagine. Bien sûr, c'est d'acheter européen, de soutenir la production européenne. Tu as une position... tu es française, évidemment, mais tu es aussi présidente d'un groupe européen avec... tu peux pas être sensibilités différentes. Voilà, exactement. Toi, tu leur dis d'acheter français ou... Je leur dis pas d'acheter français, je leur dis d'acheter européen. Oui. Si j'arrive en leur disant... Pas de problème, les amis, achetez français, on est les meilleurs au monde. Je peux avoir cette conviction qui est réelle, mais en fait, il faut qu'on soutienne la démarche européenne parce qu'il y a d'autres industries à soutenir aussi, valoriser l'industrie française, mais il y a d'autres industries en Europe. Et puis, il faut vraiment qu'on travaille sur des projets pan-européens, c'est-à-dire où tous les États seraient gagnants aussi. Évidemment, on ne peut pas aller produire... il faut en plus, la technologie militaire, elle est très précise, très fine, donc on ne peut pas aller dans tous les pays pour produire dans tous les pays. Et il y a de la technicité et de la compétence. Mais il faut vraiment que l'ensemble de l'Europe puisse en bénéficier. Alors, il y a des pays sur lesquels il y a déjà une base industrielle qui est forte. C'est le cas de la France, de la Pologne, de l'Italie, par exemple, de l'Allemagne demain, parce qu'ils ont décidé de mettre le paquet, ou du Royaume-Uni. Mais on avance vraiment. Et c'est vrai que dans mon groupe aujourd'hui, maintenant, la préférence européenne, elle est assumée, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Oui, parce que toi, ton groupe, c'est un groupe de libéraux, mais au sens historique du terme. C'est des gens qui n'aiment pas trop le protectionnisme ou des préférences d'achat. Et là, ils ont évolué là-dessus. Principe de réalité. Ouais. Le fait de se dire, les États-Unis, qui ont toujours été des partenaires fiables, ne le sont plus aujourd'hui. On a une menace qui est réelle, et donc il faut avancer et sortir un contexte totalement extraordinaire, historique. Donc ce qui valait hier ne vaut plus aujourd'hui, très clairement. Et c'est vrai que ce que tu dis là sur les députés européens, certains ont fait des études qui se ressemblent beaucoup. Il y a une certaine sociologie quand même, on va dire. Toi, t'es pas de ce moule-là, mais il y a des gens qui ont fait le collège de Bruges, il y a des gens qui ont été dans des associations très pro-atlantistes. Est-ce que toi, tu dirais, tout ça s'écroule, mais justement, j'ai l'impression, dans ce que tu me dis, que, en fait, l'agilité intellectuelle est là, ils ont quand même compris ce qui se passait, ils se montrent à la hauteur des enjeux, quoi. Alors, et même sans avoir fait le collège de Bruges, regarde ce qui se passe en Allemagne. Pays atlantiste, historiquement, le futur chancelier Merz, il est atlantiste. Enfin, il a des relations étroites, professionnelles. Il a eu des relations étroites professionnelles et personnelles avec les États-Unis. Et le soir des résultats, pas de son élection, parce qu'au moment où on se parle, il n'est toujours pas chancelier, mais il dit, en fait, là où Scholz avait qualifié le Zeitenwende, le changement d'époque, Merz, il va le mettre en œuvre. Et il l'a fait le soir des résultats des élections en Allemagne, sous 3 angles. Il faut assumer d'être indépendant vis-à-vis des États-Unis. Révolutionnaire pour un Allemand et pour Merz. Le fait de dire il faut s'endetter, inimaginable il y a encore quelques mois pour un responsable politique en Allemagne. Surtout que c'est inscrit dans leur constitution. C'est inscrit dans leur constitution, donc il a fait voter là, avec le Parlement actuel, le Bundestag, le fait de remettre en cause ce qu'on appelle le frein à l'endettement. Et 3e tabou qu'il a fait sauter, celui du parapluie nucléaire français. Et il demande, Emmanuel Macron avait déjà fait part de sa disponibilité, mais il a demandé expressément à ce qu'il y ait un débat pour que l'Allemagne puisse bénéficier du parapluie nucléaire français. On va revenir là-dessus, parce que ça, c'est aussi instrumentalisé. C'est un partage de boutons ou c'est autre chose? Absolument pas. Évidemment, vous écoutez les oppositions, notamment d'extrême droite et de droite, qui prétendent qu'en fait, Emmanuel Macron va laisser Ursula von der Leyen appuyer sur le bouton nucléaire. Évidemment que non. Évidemment que non. Ce qu'a proposé le président de la République, d'abord, ce qu'il a rappelé, c'est que les intérêts vitaux de la France dépassent les frontières nationales. Et il a précisé que ces intérêts vitaux avaient une dimension européenne. Et donc, l'idée, c'est de dire, la France n'est pas une puissance militaire comme les autres. Il faut aussi qu'on soit conscient de ça. Nous, Français, nous, Européens, on n'est pas faibles
dans le moment qu'on vit. On a des atouts formidables. Et parmi ces atouts formidables, c'est la puissance militaire et l'outil de la dissuasion nucléaire. Et donc, l'idée, c'est de dire que les pays qui sont nos alliés puissent bénéficier du parapluie nucléaire français. Et c'est important, à la fois en termes de solidarité, mais aussi que nos ennemis sachent qu'on a une solidarité entre nous. Et le Royaume-Uni aussi a un rôle à jouer parce que, alors, le Royaume-Uni est dépendant des États-Unis, mais quand même, le fait qu'on ait cette alliance et un partenariat étroit entre la France et le Royaume-Uni et l'Union européenne, Canada, Norvège, c'est vraiment une force et des atouts sur lesquels il faut capitaliser. Tout ça, ça coûte énormément d'argent. Est-ce que toi, tu plaides pour un plan de relance comme il y avait eu au moment du Covid, mutualisation un emprunt commun entre Européens. Ursula von der Leyen, elle a parlé de 800 milliards. Il y a des choses, il y a des gens qui disent que c'est pas vrai, que qu'il y a des prêts, il y a des choses comme ça. Mais est-ce que toi, tu sens que les Européens peuvent le faire déjà et ont envie de le faire, un emprunt commun? Je sais pas comment on peut appeler ça. Je sais pas exactement ce que ça veut dire mobiliser l'argent européen. Mais est-ce que toi, tu penses que ça doit être vraiment fait au niveau européen d'acheter comme ça? Oui, très clairement. Et effectivement, Ursula von der Leyen, elle a annoncé un plan à 800 milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent, mais c'est à ce stade très hypothétique. Parce que dans ces 800 milliards d'euros, elle a dit, il y a 650 milliards d'euros qui va venir des États. Parce que je vais permettre aux États de dépenser plus pour leur défense, et puis je ne vais pas comptabiliser ça dans la trajectoire de réduction. C'est pas anodin, ça, quand même. C'est pas anodin. C'est une vraie avancée. Ouais. Sauf que c'est les États qui doivent s'endetter. Ouais. Et puis, c'est à la main des États. C'est-à-dire qu'un État qui décide qui veut pas faire ces dépenses-là, il les fait pas. Donc, ces 650 milliards d'euros, à ce stade, ils sont très hypothétiques. Et puis, il y a 150 milliards d'euros de prêts. Mais pareil, pour des États qui sont parfois pas dans une situation budgétaire la plus favorable, et puis même de manière générale, parce que c'est des sommes qui sont conséquentes, on parle de plusieurs centaines de milliards d'euros. Les prêts, c'est bien, avec des taux plus favorables, mais moi, je suis convaincue qu'il faut aller chercher des subventions. Et faire ce qu'on a fait, tu le rappelais, au moment du Covid. C'est-à-dire que la Commission européenne, elle représente 27 États, elle a une puissance de feu, elle peut aller sur les marchés, emprunter plusieurs centaines de milliards d'euros à des taux qui seront ultra favorables, et cet argent-là, le verser en termes de subventions à des États. Et donc ça permettrait de libérer beaucoup d'argent et de ne pas grever ou peser sur les finances publiques de chacun des États membres. Ça, on le porte depuis longtemps avec le Parlement européen. C'est pas mûr encore pour que ce soit une décision entre les États, mais ça avance. Ça avance d'autant qu'il y a des premiers ministres, notamment du nord de l'Europe, qui sont en général des frugaux, ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, des radins, et qui ne veulent pas mettre au pot commun, et qui ne veulent pas non plus s'endetter. Mais qui, depuis 1 an, 2 ans, même certains depuis quelques semaines, disent finalement, compte tenu du moment qu'on vit, pour la défense européenne, il faut peut-être qu'on aille s'endetter en commun et distribuer des subventions aux États. Et ce changement de pied, il a été vrai chez les Estoniens, chez les Suédois, chez les Finlandais. Et en plus de ça, vous avez les Français qui soutiennent, l'Espagne qui soutient. Donc, c'est pas mûr à ce stade, mais les lignes bougent au sein des États, et puis le Parlement européen est très en soutien, donc ça fait partie des options qui sont encore sur la table. Et moi, je suis convaincue que c'est vraiment, si on veut dégager beaucoup d'argent sur un temps très court pour soutenir massivement nos industries de défense, il faut y aller, et c'est le bon levier. Il y a un autre levier, et le gouvernement est en train d'y travailler, j'aimerais bien qu'en plus on l'étende à l'échelle européenne, c'est le levier de l'épargne populaire. Donc, le ministre de l'économie a annoncé un plan de 500 millions d'euros pour proposer un produit d'épargne aux Français qui pourraient investir. Donc, en gros, on explique, on est volontaire, et si on veut investir dans la défense, dans l'industrie de défense. Exactement, ouais. Et donc, ça serait évidemment sur la base du volontariat, merci de le préciser. Et c'est du gagnant-gagnant. Parce qu'on a des industries qui sont en forte croissance, forte demande d'investissement et d'investisseurs. Et pour les épargnants français, ce serait un placement rentable et sûr. Moi, je crois beaucoup dans cette solution-là, parce qu'on a beaucoup d'épargnants en Europe, vraiment beaucoup. 35 000 milliards d'euros d'épargne en Europe, dont 10 000 milliards sur des comptes. Donc, c'est de l'argent
qui pourraient être utilisés pour soutenir notre industrie de défense. Donc, à mon avis, avec ce levier de l'emprunt en commun avec des subventions pour les États, plus les investisseurs privés qui iraient soutenir via l'épargne l'industrie de défense, je pense qu'on a 2 leviers qu'il faut vraiment activer et qui permettraient de dégager de l'argent très vite. Le président aussi a parlé de ressources propres. Toi, c'est un sujet que tu connais très bien, sur lequel tu as beaucoup travaillé. C'est quoi les ressources propres? Parce que c'est un peu... l'expression ne veut pas forcément dire grand-chose. Ouais. Mais... Alors, les ressources propres, c'est les recettes qui vont venir alimenter directement le budget de l'Union européenne. C'est par exemple la taxe carbone aux frontières. On a mis en place il y a 2 ans un principe qui est que les produits qui sont fabriqués en dehors de l'Union européenne et qui sont fabriqués en polluant beaucoup, quand ils arrivent sur notre marché, pour mettre tout le monde au même niveau de compétitivité et que nos industriels en Europe, qui sont soumis à des normes, ne soient pas en déficit de compétitivité, on taxe, en clair, on taxe les voitures chinoises, par exemple, qui polluent beaucoup. Et ça peut servir pour la défense ou pas seulement? Alors ça va venir alimenter le budget européen, donc ça peut être utilisé pour rembourser notamment le plan de relance qu'on a déployé au lendemain de la crise sanitaire. Mais on a plein d'autres... ça peut être la taxe sur les transactions financières, ça peut être une taxe sur les services numériques. Aujourd'hui, Google, Facebook, Amazon, ils paient très peu de taxes parce qu'on a un modèle de taxation qui est assis sur les entreprises physiques. Et les services physiques, eux, ils sont sur un modèle complètement innovant qu'ils ont développé il y a 20 ans. Et on peut aller chercher des sources de financement. Donc, c'est en clair comment on va faire payer ceux qui ne paient pas aujourd'hui leur juste part d'impôt. Je vous parle des entreprises chinoises, des entreprises américaines et des services numériques. Et ça ramène de la justice fiscale et ça permet de financer nos dépenses. Au-delà de la guerre en Ukraine, Trump, il est très violent avec l'Union européenne. Il dit que la raison d'être de l'Union européenne, c'est de baiser les États-Unis. Ce sont ses mots. Tu as dit tout à l'heure comment toi tu voyais les États-Unis alliés, adversaires. Mais comment on réagit des choses vraiment très concrètes? Là, il annonce des droits de douane, une augmentation des droits de douane sur certains produits européens et français. Qu'est-ce que va faire l'Europe si demain il taxe le champagne à 200% ou d'autres produits? Il faut réagir fermement. Avec aussi des droits de douane, donc les prix vont augmenter pour tout le monde, quoi. Au moins temporairement, ou pas. Parce que regarde ce qui s'est passé avec le Canada. Trump a dit, je mets des tarifs douaniers. Trudeau, il a réagi très vite le soir même. Le lendemain matin, Trump disait... Mais on a les moyens, nous, de faire plier les États-Unis Mais est-ce qu'on s'est posé la question pour le Canada? Bien sûr qu'on a les moyens de faire plier les États-Unis. Ce qu'il faut, Donald Trump, il est dans le rapport de force. Il veut nous faire les poches. Il ne faut surtout pas se faire rouler dessus. Il faut réagir au même niveau. Et on a des atouts. Oui, on a un marché de 450 millions de consommateurs, plutôt riches. Donc, les entreprises américaines, elles ont besoin de faire du business chez nous. Qu'est-ce qui se passe si demain, Donald Trump met des tarifs douaniers? On va réagir à 2 niveaux. On va mettre des tarifs sur les produits américains. Et on peut aussi réduire l'accès des entreprises américaines à nos marchés publics. Donc, ça veut dire, quand tu mets tout bout à bout, en impact pour les Américains, moins de business pour les entreprises américaines, et ça veut dire inflation aussi pour les consommateurs américains, puisque Donald Trump lui-même met des tarifs sur les produits qui sont fabriqués en dehors, on a vu des des États-Unis. Une pinte européenne, elle passerait de $8 à 24 demain s'il mettait en place ces tarifs. Et aujourd'hui, il y a 50% des produits de consommation du quotidien des Américains qui est produit en dehors des États-Unis. Donc en fait, ça va créer une inflation monstre pour le consommateur américain. Je rappelle quand même que Trump, il a été élu sur une promesse de baisse de l'inflation et de rétablissement du pouvoir d'achat. Donc, je n'imagine pas qu'ils tiennent sur la durée. D'ailleurs, les marchés réagissent très mal. Ouais. Donc, à un moment, il va forcément se faire rattraper par ses électeurs, par le monde de l'entreprise, par les marchés. Et donc, il faut vraiment qu'on soit extrêmement ferme. On l'a vu sur le Canada. Il a mis des tarifs, Trudeau a répliqué. Le lendemain, il a dit « je vous laisse 1 mois ». Au bout d'1 mois, il a remis des tarifs. 3 jours après, il les suspend. Parce que lui, c'est quoi sa stratégie, Trump? Là, ça réagit, mais si le Canada n'avait pas réagi, si l'Europe ne réagissait pas, c'est quoi sa stratégie, en fait? Il nous fait les poches. Ouais, c'est ça. Il nous fait les poches, c'est-à-dire qu'il augmente les tarifs. Et alors, ça a un impact, évidemment, sur le consommateur américain, mais ça veut dire des recettes supplémentaires pour l'économie américaine. Et une balance commerciale qui est rétablie. Ouais. Parce que c'est vrai, alors il parle de 350 milliards d'euros au profit de l'Europe sur la balance commerciale, c'est faux, c'est 50 milliards d'euros. Mais la réalité, c'est quoi? C'est on produit en Europe des bons produits que les Américains veulent acheter. Si on est bon, voilà. Le champagne du Connecticut ou je ne sais quoi, ça n'existe pas, quoi. Enfin, exactement, c'est que les Américains, ils aiment nos produits aussi parce qu'ils sont de qualité. Et jusqu'à présent, on a toujours eu...
qu'il y ait des moments de tension. Alors, on l'a vu d'ailleurs sous Trump 1, mais ça peut arriver dans une relation diplomatique. Mais là, on voit bien que c'est sur tous les fronts et c'est structurel chez Donald Trump. Donc, il faut surtout pas... Il faut montrer les muscles. Et il faut l'assumer. Sinon... Ça, pendant longtemps, en plus, l'Europe, elle a été un peu naïve sur les questions commerciales. Ça a changé depuis au moins 2019, la date de ton premier mandat, parce qu'on parle beaucoup des États-Unis, la Chine aussi, elle fait peser quand même des défis un peu commerciaux. Tu trouves que l'Europe, elle est au niveau justement de cette réponse mondiale ? Ouais, clairement, il y a une prise de conscience du fait qu'il faut réagir fort. Et il n'y a pas de débat. Là, dans les discussions que j'ai avec la Commission, même côté Parlement européen, y compris avec les plus atlantistes, qui étaient un peu frileux il y a encore 1 mois et demi, maintenant tout le monde dit personne n'a intérêt à une guerre commerciale, personne, ça c'est une évidence, ni les Européens ni les Américains. Mais si Trump dégaine, on n'a pas d'autre choix que de réagir de manière aussi ferme. Sinon, c'est notre économie qui va être attaquée violemment. Et l'idée, c'est de réagir au même niveau pour qu'ils comprennent aussi que, 1, on ne se laisse pas faire, 2, ça a un impact sur son business à lui, sur les Américains et sur les consommateurs, pour qu'à la fin, il retire ses tarifs. Tu parlais tout à l'heure du Groenland. Demain, si Trump il annexe le Groenland, il se passe quoi en fait ? J'espère que ce ne sera pas le cas, mais ça veut dire c'est plus une menace, c'est qu'il remet en cause totalement, dans les mots aujourd'hui, donc il soutient Poutine, et puis il remet en cause l'ordre multilatéral établi. Là, il vient agresser le territoire d'un pays membre, le territoire d'un État souverain. Qui dépend du Danemark, ils ont un statut juridique particulier, mais c'est lié au Danemark. C'est un peu comme la Nouvelle-Calédonie en France, en termes de statut. Donc, la première ministre danoise a fait le tour d'Europe, elle a rencontré tous ses homologues et le président de la République pour s'assurer qu'il y avait un soutien très ferme de la part des Européens. Et oui, tout le monde sera évidemment derrière le Danemark pour protéger ce territoire. Mais c'est ça qui est assez fou, c'est qu'on se retrouve avec le président de la plus grande puissance au monde, la plus grande démocratie au monde, même si aujourd'hui on voit qu'il y a quasiment plus de garde-fous, malheureusement, ou en tout cas qui fonctionne assez mal, de contre-pouvoir, qui menace d'annexer le territoire d'un autre État allié. Imagine-toi aussi la violence pour les Danois, qui sont les élèves modèles de la relation transatlantique. Moi, j'ai vu des Danois, des membres du gouvernement, qui ont dit « Mais nous, on a suivi les États-Unis partout, dans toutes leurs guerres. » Rapporté à la population, les Danois sont ceux qui ont perdu le plus de soldats en soutien aux États-Unis. Et là, ils se voient attaqués directement dans leur intégrité par leur premier partenaire historique. Donc, j'ose espérer que Trump ne mettra pas à exécution ces menaces. Mais si c'est le cas, il faudra réagir évidemment là aussi. Toi, tu as prévu d'aller au Groenland ? Alors, oui, j'avais prévu d'y aller. Je n'ai pas pu y aller à cause d'une tempête de neige. C'est des choses qui arrivent donc, là-bas. J'allais en Islande et je suis restée bloquée à Reykjavik. Mais oui, j'ai prévu d'y aller. En fait, le hasard fait qu'il y avait des élections législatives le 11 mars. Le gouvernement a changé. C'était un Premier ministre... alors, le futur n'est pas nommé encore, mais c'était un Premier ministre socialiste qui, auparavant... T'es obligé quand même de suivre toutes les élections partout. Comment t'arrives à faire ça ? C'est quand même fou l'Europe, quoi. Mais je sais, évidemment, je suis présidente de groupe engagée au volet européen, donc je regarde un peu dans tous les pays ce qu'il en est, dans quelle mesure on peut aider notre famille politique à grandir et à avoir de meilleurs résultats dans ces élections. Et puis évidemment, en fait, là, le hasard de calendrier a fait que là où, au moment où Donald Trump par ses propos, faisait que tous les regards étaient tournés vers le Groenland, il y avait quelques semaines après des élections législatives. Et donc, le Premier ministre avant était socialiste, et c'est un indépendantiste qui a été élu, mais plutôt modéré, qui n'est pas dans l'idée de rupture avec le Danemark. Et donc, ça va être intéressant aussi de voir quelles sont les nouvelles dynamiques. Donc, j'attends que le gouvernement soit formé, que le Premier ministre soit confirmé pour avoir des discussions avec les Groenlandais. Moi, je voulais y aller. Je vais continuer je vais y aller pour leur dire qu'on est à leur côté, que nous, on n'est pas... on est soucieux de leur intégrité territoriale et de les aider à la fois financièrement pour protéger leur territoire. Et en fait, en Europe, ce sur quoi il faut qu'on avance, c'est véritablement de bâtir une stratégie arctique en termes d'investissement, en termes d'architecture de sécurité, avec le Groenland, avec l'Islande, avec la Norvège,
pour vraiment nouer un partenariat pour cette région du monde qui est stratégique. C'est pas un hasard si à la fois les Chinois, les Russes et Donald Trump s'y intéressent, parce qu'en plus, avec la fonte des glaces, donc il y a des nouvelles routes commerciales qui s'ouvrent, et puis il y a aussi potentiellement des ressources. Ouais. Des ressources minérales, des matières premières critiques qui vont être disponibles. On arrive là à la fin de notre entretien. On voit que donc il y a les États-Unis qui créent un empire expansionniste, ou enfin en tout cas très agressif au niveau commercial. Il y a la Russie qu'on connaît, qui a envahi l'Ukraine, qui est déjà en guerre avec l'Ukraine depuis 2014, mais qui a envahi le territoire de manière assumée. On a la Chine dont on a un petit peu parlé. On a d'autres types d'empires aussi. Toi, l'Europe, tu la vois comment ? Est-ce que tu penses que c'est une terre qui innove assez ? Est-ce que tu penses que c'est une terre qui a ses valeurs démocratiques qui sont un vrai modèle aussi à opposer à tous ces autres empires ? Comment tu vois l'avenir, en gros ? Alors, avec gravité, mais aussi avec confiance. Parce que le moment, il est grave. Tu as bien rappelé le moment dans lequel on vit. On a des puissances impérialistes qui s'assument et qui menacent notre modèle démocratique. Notre économie est aussi notre modèle démocratique. Et donc, il faut enfin qu'on s'assume en tant que puissance. On a des atouts formidables, 450 millions de consommateurs, un marché intégré, des pays qui sont de vraies puissances militaires, un modèle démocratique qu'il faut qu'on valorise et qu'on continue de promouvoir, évidemment de défendre pour nous-mêmes, mais aussi de promouvoir. Et c'est une réalité dont on doit prendre conscience et s'assumer en tant que puissance. Mais ça veut dire aussi, sur certains sujets, on a du retard. L'Europe de la défense, on est en train de mettre les bouchées doubles. Sur l'innovation, on n'a pas assez innové, effectivement. On a beaucoup, notamment ces derniers mois, on a beaucoup critiqué le pacte vert. Mais je crois fondamentalement que dans le pacte vert, qui est une politique pour faire face au réchauffement climatique. Exactement, ouais. Mais alors peut-être, y compris pour nous, ce qu'on n'a pas assez dit, c'est que le pacte vert, c'est bon pour protéger la planète, mais c'est aussi bon pour notre économie. On voit bien que toutes les puissances, alors sauf Donald Trump qui revient complètement sur les engagements des États-Unis, mais la Chine, l'Inde se sont déjà engagés massivement, mais beaucoup d'argent pour engager la transition environnementale, parce que ça va être l'un des sujets de compétitivité demain. Et donc nous, en lançant le pacte vert, on crée aussi des gages de compétitivité. Et puis, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, Donald Trump, il est super imprévisible. Nous, on a un cadre légal qui est connu, qui est prévisible. Maintenant, ce qui manque, c'est l'argent. Soutenir l'innovation. On est en train d'engager un grand mouvement de simplification, mais véritablement soutenir l'innovation, permettre l'investissement privé, l'investissement public, c'est, je crois, ce qui nous a manqué fondamentalement sur l'intelligence artificielle, sur le quantique, qui sont les secteurs d'avenir sur lesquels il faut qu'on se positionne. Et donc là, on a une opportunité en ce moment parce que Donald Trump, il est imprévisible, donc le cadre légal, il ne sera pas du tout stable. Les investisseurs, allez investir aux États-Unis maintenant avec l'instabilité générée par Trump. Donc en Europe, on peut offrir aux chercheurs, aux investisseurs, un cadre réglementaire connu, stable, la protection de leurs valeurs, le fait qu'ils pourront venir s'installer, que leurs libertés seront respectées, que leur travail sera respecté. Et ce qui manque là, c'est vraiment la partie investissement sur laquelle on doit travailler, qui a toujours été un sujet compliqué entre Européens, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Mais moi, je suis confiante sur notre capacité enfin à faire bouger les lignes et à assumer d'investir massivement ensemble. En fait, on n'a pas d'autre choix. Merci Valérie. Merci à toi.